Mesdames, Messieurs et chers étudiants, dans cette capsule vidéo, nous allons entamer la suite de la partie humaniste. En effet, comme vous vous rappelez la structure de la partie humaniste, il s'agissait de 4 branches, la partie raisonnement, empathie, éthique et communication. Alors la partie raisonnement, nous n'allons pas en discuter dans cette partie communication, analyse, critique, information. Okay, donc nous n'allons pas en parler parce que nous avons fait j'ai fait plusieurs capsules vidéo sur ma chaîne. Donc voilà, on va plus en reparler. Donc ce sera les trois autres. Donc essentiellement, plus exactement, empathie, éthique et communication que nous allons parler. Et dans cette capsule, nous allons parler particulièrement sur l'empathie. Il y aura d'autres capsules qui vont parler de l'éthique et de la communication quand j'aurai le temps, donc ça va. Mais ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'il y a eu un changement. Voilà, comme vous savez, l'examen d'entrée est devenu un concours d'entrée à une seule session par an, et en même temps, il y a eu un changement pour la partie humaniste. Donc autrefois, il y avait 4 questionnaires différents, 4 questionnaires, pardon. On avait un questionnaire pour chaque branche pour la partie humaniste. On avait un questionnaire en raisonnement, un questionnaire en empathie, un questionnaire en éthique, un questionnaire en communication. Ici, à partir de cette année, ceci a changé. Donc on aura maintenant 2 questionnaires à la place de 4. Donc on aura un questionnaire de raisonnement qui portera sur 10 questions en raisonnement. Alors attention, 10 questions et ce n'est plus 15, c'est devenu 10 questions. Alors c'est bien et pas bien. C'est bien dans le sens que vous aurez plus de temps pour faire les autres parties du concours, mais en même temps, donc le fait qu'il y a moins de questions, mais aussi le fait que quand on diminue le nombre de questions, les points négatifs de manière proportionnelle augmentent. Donc ça veut dire qu'une faute, c'est difficile à rattraper sur un questionnaire de 10 questions. Et en plus, les points négatifs sont proportionnés, donc ça a plus d'impact négatif sur votre note. Donc voilà, ça c'est peut-être le côté moins cool du fait qu'on vous pose que 10 questions à la place de 15 en raisonnement. Pour la partie, les trois autres, ce sera un examen intégré, en un seul questionnaire, qui est de 30 questions, qui va mélanger les 3 branches, donc l'empathie, l'éthique et la communication. Alors, comme ça sera intégré sur 30 questions, plus de questions veut dire que, voilà, par règle de proportionnalité, les points négatifs seront moins importants qu'un questionnaire de 10 ou 15 questions, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Maintenant, l'autre nouvelle qui est moins rassurant, c'est le fait que, voilà, on ne sait pas comment ils vont agencer les questions. Est-ce qu'ils vont préciser qu'une question doit être répondue de manière éthique ou empathique? Parce que c'est vrai que pour un même énoncé ou une même situation, répondre de manière empathique ou répondre de manière éthique, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, est-ce que ça va être ambigu? Est-ce qu'ils vont préciser? Ça, on n'en sait rien pour le moment. Mais voilà, il y a toujours moyen d'apprendre des mots-clés de l'énoncé et de savoir analyser à quel genre de situation je suis confronté. Enfin, quand vous êtes confronté devant votre copie d'examen, du concours. Alors, je sais que la partie empathie, éthique et communication donc, va s'appeler un autre nom. Communication et analyse critique de l'information, c'est le nom qu'ils l'ont donné. Il faut savoir que c'est une partie qui est plutôt bien réussie, mais bon, comme c'est un concours, il faut avoir les meilleurs points. Donc voilà, le but de l'intérêt de ces capsules vidéo, c'est vous donner les outils pour essayer de faire presque un sans faute. Enfin, je l'espère. Parce que c'est vrai que c'est des questions que parfois... ça arrive souvent, des questions où vous vous dites, moi, j'aurais pas répondu de cette manière-là, parce que si, parce que ça. Parce que chacun a un vécu personnel, chacun a une interprétation, un point de vue différent. Et c'est vrai que le problème de cette partie-là, c'est surtout que ça peut toujours se mettre en débat pour chaque proposition qui sont données, parce que, voilà, on a une divergence d'opinion. Mais le problème, c'est que ce concours n'est pas constitué de questions ouvertes, mais de questions fermées. Et donc, forcément, pour un QCM, il faut choisir l'unique et bonne réponse qui doit correspondre aux critères exigés par le jury du concours. Donc voilà, le but de ces vidéos ici, c'est surtout de se focaliser sur, de répondre de manière à correspondre aux critères qui sont demandés par le jury du concours, et pas, voilà, comme ça vous allez
ou un peu moins réfléchir, à perdre du temps à savoir ce qui est bon, ce qui est pas bon, mais au moins que vous ayez répondu à ce que, aux attentes du jury, voilà, en s'adaptant aux correctifs et aux critères de sélection de la réponse donnée pour chaque type de question. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai que demander ces notions un peu humanistes de la compassion, de l'équité, de l'empathie, la capacité de communiquer, c'est quelque chose que un étudiant de secondaire n'a pas forcément acquis en fin de secondaire, car comme vous êtes souvent en classe, c'est difficile pour vous d'aller dans des milieux, euh, enfin, dans des milieux hospitaliers ou enfin, d'assister à des consultations, voir des patients. Voilà, le fait que vous n'ayez pas assez d'expérience fait que vous vous sentez un peu perdu dans ce genre de questions parce que vous ne savez pas souvent comment réagir. Et bien sûr, il y a en quelque sorte, quand vous finissez ce secondaire, on n'a pas souvent la maturité de savoir comment s'adapter de manière professionnelle à certaines personnes. Voilà, c'est quelque chose qui est relatif à soi, mais ne vous blâmez pas, c'est quelque chose qui s'apprend, qui s'accumule par l'expérience. On a tous un niveau différent au début, mais ça s'homogénise vers la fin de vos études, quand vous serez confronté à vos stages de clinique de master, voilà, ou même durant votre spécialisation, il y en a même qui vont acquérir ces notions pendant la spécialisation et pas en ayant fini les 6 ans de tronc commun en médecine. Donc voilà, c'est des choses qui s'apprend avec le temps et ça se mature avec le temps. Donc ne vous blâmez pas si vous n'êtes pas des perles pour la partie humaniste. Okay. Donc voilà, il ne faut pas oublier que quand vous êtes face à un patient, ce n'est pas le médecin qui court vers le patient. Enfin, je ne pense pas à ce stade-ci. C'est surtout le patient qui va vers le médecin. Mais pourquoi il va vers le médecin? Parce qu'il a besoin de quoi? Il a besoin d'aide, il a besoin de se faire soigner, il a besoin de se dire, voilà, j'ai besoin de mon médecin traitant parce que j'ai ce problème-ci, j'ai ce problème-là. Idem pour le dentiste. J'ai une carie, j'ai ça, qu'est-ce que je dois faire? Il ne doit pas laisser pourrir sa carie, sinon on va perdre ses dents. Donc voilà, le patient doit bien sûr lui-même se dire un auto-examen en se disant voilà, j'ai un problème, il faut que je voie un médecin. Mais du coup, le médecin aussi chez certains patients qui sont des patients avec des maladies chroniques, doivent souvent faire un rappel à ces patients en disant écoutez, vous avez une maladie chronique, il faut que je vous consulte au moins tous les 3 mois ou tous les 6 mois pour un suivi. Voilà, le médecin généraliste en particulier a un suivi de ces patients, contrairement à d'autres spécialités. Donc ce sera toujours les mêmes patients pour un suivi, un bilan, voir l'évolution. Une maladie chronique qu'on connaît tous, un peu c'est comme le diabète. Voilà, le diabète, c'est une maladie qui peut être dangereuse sur le long terme quand elle n'est pas bien traitée. Et donc, le médecin doit vérifier que le patient prend bien ses traitements pour diminuer des risques. Okay, donc, vous savez que le diabète peut provoquer des risques cardiovasculaires. Okay. Souvent, on peut associer des hypercholestérolémies et beaucoup de cholestérol chez les personnes diabétiques. Donc là, il faut faire souvent ces examens cardiovasculaires, voire aussi au niveau neurologique aussi. Donc ça a beaucoup d'impact neurologique. On a souvent des neuropathies périphériques. Donc c'est quoi? C'est des pathologies, donc des maladies au niveau des nerfs, okay, qui fait qu'il y a une perte de sensibilité. Et qu'est-ce qui se passe? C'est souvent que dans des cas très très avancés, hein, j'en ai pas vu jusqu'à présent durant mes cliniques, mais ça peut arriver de faire venir un patient diabétique qui n'a jamais été traité et en fait il enlève sa chaussure et en fait il y a une orteil qui est devenu tout noir, qui est nécrosé et qui en fait il faudra amputer parce que il s'est jamais rendu compte. Voilà, il y a des gens qui n'ont pas une bonne proprioception de leur propre corps et donc voilà, ils ont une perte de sensibilité et en fait il s'est pas rendu compte que sous l'orteil il avait une nécrose et ça s'est infecté, ça a fait enfin bref, toute une complication. Donc vous voyez que toute maladie qui n'est pas bien traitée, sur le long terme, vous pouvez perdre des membres, vous pouvez vous faire amputer, vous avez des problèmes neurologiques, vous avez des comas diabétiques, vous pouvez être en coma, hein, enfin, vous verrez ça en biochimie et tout ça, et vous pourrez avoir des problèmes cardiovasculaires, des infarctus, des AVC, etc. Enfin,
Vous voyez, il y a tellement de complications que le suivi doit être obligatoire. Enfin, surtout le généraliste qui est une des spécialités où ça s'occupe beaucoup dans ce suivi-là, bien que les autres spécialistes le font aussi, mais c'est surtout le généraliste qui en fait le relais. Raison pour laquelle que si vous voulez voir votre patient le plus souvent et que vous voulez vous assurer que le patient revienne souvent chez vous et qu'il ne va pas voir enfin, il peut voir un autre médecin, il peut demander toujours un deuxième avis, hein, mais celui qui connaîtra le mieux son patient, c'est celui qui aura vu le plus de fois son propre patient. Donc le fait que s'il change tout le temps de médecin, ben voilà, il n'y aura pas un bon suivi. Il faut toujours un médecin référent qui connaît très bien le patient, qui connaît bien son dossier pour s'assurer un bon suivi. Mais en tout cas, le but, c'est qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'un patient vienne souvent chez vous, voilà, pour un suivi. Ben, qu'est-ce qu'il faut? Ben, tout simplement créer une relation de confiance, une relation médecin-patient. C'est la base, le pilier fondamental entre un médecin et son patient. Donc si vous n'avez pas une bonne relation médecin-patient, ça casse la prise en charge, le patient ne va jamais venir vous voir et ça va pas bien fonctionner. Et du coup, il y aura des problèmes pour lui. Enfin, ce sera beaucoup plus pour le patient. Il aura un problème parce qu'il va plus voir son médecin parce que peut-être que son médecin il est arrogant, il est méchant, ou peut-être qu'il ne prend pas bien en compte des plaintes du patient, parce qu'il n'y a pas qu'une plainte au niveau de la maladie, mais aussi une plainte au niveau psychologique, une détresse ou un manque d'empathie du médecin qui fait que le patient ne se sent pas à l'aise. Et donc, le patient peut ne pas avoir son médecin et donc pas bien se soigner, pas prendre ses traitements et peut-être mettre sa vie en danger. Donc c'est pour ça qu'avoir une compétence au niveau empathique, communication et éthique, c'est quelque chose qui est relativement important chez tout médecin. Ok. Donc le patient, il vient chez vous. Ce n'est pas un patient qui reçoit des informations comme une boîte à lettres où vous allez mettre à la poste les résultats d'une prise de sang ou des choses comme ça. Non, vous annoncez les choses, vous annoncez les résultats, mais vous devez bien comprendre en compte la sensation de ce que le patient ressent vis-à-vis des annonces que vous lui faites. Et si le patient réagit mal, si vous le sentez mal à l'aise, c'est à vous, en tant que médecin, de prendre ça en compte et de réagir et de voir si le patient se sent bien, s'il a besoin d'un support psychologique ou qu'il en a besoin même d'en parler à son médecin. Vous êtes là pour dire, écoutez, je suis à votre écoute, s'il y a une inquiétude, n'hésitez pas à m'appeler ou même m'en parler en consultation. On peut en parler, je suis là pour vous aider. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas vis-à-vis de votre maladie, je peux vous référer à des articles ou peut-être même vous expliquer de manière vulgarisée si la maladie vous semble complexe pour que vous compreniez au mieux votre santé. Et en même temps, vous lui dites, vous lui expliquez les traitements, vous lui expliquez les avantages et les inconvénients, vous le rassurez aussi, en quelque sorte, s'il faut rassurer, et lui expliquer que vous êtes là pour lui, en fait, pour le patient, ok, ou la patiente. Donc vous êtes là pour votre patient, euh, quoi qu'il arrive, parce que vous voulez une prise en charge globale, donc une prise en charge holistique de celui-ci. Et donc votre patient, pour qu'il y ait en fait cette relation entre médecin et patient, il y a trois piliers fondamentaux, enfin trois piliers fondamentaux, pardon, qui est la biopsychosociale, biologique, psychologique et sociale. Biologique, la maladie, donc la pathologie. Psychologique, le ressenti du patient, il a la capacité de compréhension de sa maladie, s'il a une capacité de proprioception de soi, qu'il a une capacité de comprendre la situation, une capacité cognitive, intellectuelle de son état. Voilà, une capacité aussi à acquérir des émotions vis-à-vis de l'impact de connaître l'état de sa maladie. Surtout aussi voir s'il n'est pas en dépression majeure, etc., etc. Et puis, le niveau social, ben, voilà, la difficulté, grand-père, grand-mère, voilà, ils sont assez âgés, ils n'ont pas les moyens de déplacement. Qu'est-ce qu'on fait pour trouver un moyen qui se déplace pour venir en cabinet de consultation, pour les voir un peu s'ils vont bien, ou s'ils doivent aller aux urgences, s'ils doivent se faire opérer, comment on peut s'arranger, ou s'ils doivent voir souvent une prise en charge, par exemple, quelqu'un qui doit aller souvent faire une dialyse au moins une fois par semaine, ben, s'il faut choisir l'hôpital qui est le plus proche, ou s'il y a une capacité de déplacement, essayer de trouver une alternative, etc., 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 et demander l'aide à l'assistante sociale aussi. Donc il y a aussi toujours de l'aide à côté.
Donc voilà, ou la précarité sociale aussi, s'ils n'ont pas de moyens de paiement pour payer les traitements, voilà, il y en a que pour eux, acheter des Dafalgan, c'est très cher. Voilà, chacun a un niveau de vie différent, donc il faut s'adapter en fonction de ça, en fonction de la mutuelle. Voilà, vous êtes aussi un peu le côté administratif et pas uniquement curatif en tant que médecin. Voilà. Il y a toutes ces choses-là de ce que représente le médecin. Vous voyez que c'est une énorme responsabilité. C'est pas pour rien que n'importe qui ne peut pas devenir médecin parce que voilà, il y a des gens qui n'ont pas peut-être la capacité d'encaisser toute cette prise en charge, toute cette lourdeur que le patient représente. Le patient, c'est beaucoup de choses, c'est beaucoup de travail. Mais vous le faites humainement. Si vous choisissez la médecine, c'est que vous êtes plutôt humain. Et donc, vous savez qu'il y a un intérêt, c'est être là pour l'autre. Et donc, ça en vaut la peine d'avoir tout cet acharnement, que ce soit au niveau des dossiers, que ce soit au niveau du suivi. Enfin, c'est votre devoir en tant que médecin, mais en même temps, vous avez choisi ces études parce que vous voulez absolument être au chevet de votre patient et l'aider à être mieux, comme vous le ferez pour vous-même quand vous vous soignerez. D'accord. Donc voilà, c'est une introduction un peu de ce concept de la partie humaniste. Bien sûr, il y a tout ce concept éthique en même temps dans les prises en charge, les euthanasies, tout ce qui est des avortements, qui maintenant d'ailleurs, il y a 2, 3 mois en Belgique, l'avortement est obligatoire, doit être exercé s'il y a indication dans les hôpitaux universitaires. Voilà, donc il y a des choses aussi qui peuvent se remettre toujours en débat, mais il y a une question éthique du respect du patient et des circonstances. Voilà, il y a un respect vis-à-vis des autres, que ce soit avec vos patients et avec vos collègues, parce que parfois il y a des spécialités où vous devez travailler de manière multidisciplinaire, que voilà, vous êtes en gériatrie, vous travaillez avec des oncologues, s'il y a des cas oncologiques, avec des neurologues, quand il y a des déficiences, des maladies d'Alzheimer ou de Parkinson, ou avec des kinésithérapeutes, des ergothérapeutes, une assistante sociale, etc., etc. Voilà, vous voyez que c'est ça, en fait, tout ce que comporte la partie humaniste.